Oh! Elle est fatiguée, mais perd la peau. Elle est merveilleuse. Yes, sir! Merci. Ça, c'est la truite typique triton, là, tu sais, des grosses bedaines, assez, pas très longues. La belle bedaine, c'est quand même un poisson qui doit faire 3 livres et demi, facile, j'imagine. Germain Chevrolet Saint-Raymond, fier partenaire de l'émission La pêche dans la peau avec Samuel Gendron. Parce que ton nouveau camion, il est chez Germain Chevrolet Saint-Raymond. Là, je m'en vais au lac Sept-Îles rencontrer quelqu'un que vous connaissez sûrement. J'ai l'impression qu'on va passer du bon temps. Salut! Ça va? Comment ça va? Yes, en forme? Salut, ça va bien? Salut Nicolas, ça va? Ben oui, super bien. Et oui, bienvenue au Triton. On va pouvoir aller visiter ça. Ben oui, super. Parfait, la pêche est bonne en plus, fait que c'est merveilleux. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Ouais, toujours, c'est toujours plus le fun quand la pêche va bien. Ben oui. Je vous souhaite la bienvenue à la Seigneurie du Triton. Fait qu'on va faire un petit peu de pêche pendant votre séjour, mais je pense que ce qui est important également, c'est de connaître l'histoire de l'endroit.
Donc voilà la fameuse seigneurie du Triton. Donc c'est ici en fait à l'époque Monsieur Alexander Luderslight. Donc c'est à lui finalement qu'on doit l'endroit ici. C'était un monsieur qui était d'origine britannique, puis il s'était installé dans la région de New York quand il était tout jeune. Par la suite, il avait fait ses études pour devenir ingénieur et de fil en aiguille, ben, c'est devenu l'ingénieur en chef pour tout le développement des voies de chemin de fer ici au Québec. Okay. Et lui, ben, c'est en se baladant en forêt ici pour voir où est-ce qu'il ferait passer la ligne de chemin de fer qui a découvert l'endroit ici. C'était un homme là, qui s'approchait de la retraite. Donc, il s'est dit, bien, pourquoi pas venir m'installer dans ce secteur-là. Et ce qu'il a pu avoir à l'époque, c'est un territoire qui comprenait plus de 200 lacs, donc il était quand même très, très vaste. Puis, il y avait eu ça quand même pour un montant qui était aux alentours de 200 $. Donc, c'était quand même... Oui! Mais donc là, M. Light, c'était quand même une petite fortune, là, si on recule à l'époque. Et là, M. Light, donc, ce qu'il a décidé, c'est de venir s'installer ici pour passer sa retraite. À un moment donné, il invitait des amis pour venir pêcher et chasser. Puis là, bien, les amis lui ont dit, écoute, avec le potentiel que tu as sur ce territoire-là, c'est à la limite un peu égoïste de garder ça pour toi tout seul. Fait que c'est là qu'il a décidé d'en faire un club privé de pêche et de chasse. Il y a eu des gens qui ont fréquenté l'endroit, comme Roosevelt, Churchill, les familles Molson, les Rockefeller également, qui ont découvert l'endroit ici. Donc, c'était un club qui était quand même assez particulier. C'est sélect. C'est un club qui était sélect. Très privilégié, donc qui était très reconnu également dans le temps. Donc un total de 7 truites. Que souhaitez-vous faire avec? Une fumée pour demain matin et 2 tartares pour ce soir. D'accord, c'est parfait. 2 tartares. Donc 2 tartares moins 5, ça vous fait 2 dans le quota. Tu peux t'installer à quelque part. Tu peux attendre que tout le monde passe. T'en piqueras à quelques-unes aussi, parfait. J'ai commencé à pêcher quand j'étais pas mal jeune, puis une des places où ce que mon père m'avait amené, c'était sur le territoire ici. Adolescent, à l'âge de 11 ans à peu près, là, mes parents avaient acheté un camp dans la ZEC de la Rivière-Blanche. Puis à ce moment-là, ben, on s'est mis à découvrir le territoire encore plus, tu sais, à y venir encore plus. On était à proximité. Ah ben. Beau petit poisson. On va la garder pour la goûter ce midi, celle-là. Ouais.
te dirais à partir de l'âge de 18 ans à peu près. On partait avec nos canots, puis souvent on montait par le train. Puis on débarquait du train à l'ancienne gare Triton. Puis après ça, on entrait sur le territoire. Puis on passait une semaine là, de lac en lac. Puis on demandait la permission de coucher à différents endroits, là, des camps qui n'étaient pas occupés. Puis éventuellement, mais la pêche prend comme le bord. C'est comme ça devient secondaire. Tu te rends compte que qu'est-ce qui est attirant éventuellement, c'est pas d'aller pêcher du poisson, mais c'est d'être dans cette nature-là. Quand tu es enfant, quand tu es adolescent, on dirait que si tu veux pogner les gros poissons, tu veux être sur un lac où ça mord beaucoup, puis tout. Puis, on dirait que tu n'es pas comme éveillé à ce qu'il y a alentour de toi, tu sais. Puis c'est doucement, là, avec le temps, que tu commences à comprendre que c'est être à la pêche sur un lac, c'est sûr qu'il faut que tu sois concentré sur qu'est-ce que tu fais, mais il y a tellement plus, tu sais, comme un matin, là, je veux dire, t'es sur un lac, c'est tranquille, il n'y a même pas de vent, tu sais, les oiseaux, la nature, l'éclosion, puis... Quand j'étais à quelque part sur un lac puis que je voyais un hydravion passer dans le ciel, c'était comme si bas, ça serait cool, ça, c'était devenu comme un rêve, fait que quoi, je pense que c'était en 95. En 95, j'étais pilote, j'avais mon hydravion puis mon camp dans le bois, fait que j'avais une carrière au hockey. J'avais pas mal tout ce que j'avais rêvé d'avoir, là. La pêche dans la peau, c'est une émission à la station CJSR. C'est aussi une page Facebook et une très belle communauté. Suivez-nous, on va y mettre les émissions et même des extraits inédits. Moi, je voyais depuis une couple d'années, je voyais que les chemins forestiers, ça allait vite, là. À chaque année, il y avait énormément de kilométrage qui se faisait, fait que... Puis les coupes de bois qui se faisaient, c'était des coupes à blanc. Le gouvernement du Québec s'est engagé à protéger, je pense que c'était 12 % du territoire québécois. Puis à ce moment-là, je pense que le Québec, on faisait dur. Là, on était à 2 % je pense. Là. Puis, c'est ça, Nico, vous veniez à peine de faire une... On avait fait la demande tout juste, là, puis c'est ça que le gouvernement nous avait expliqué, que le territoire qu'on avait demandé en aire protégée était comme trop petit pour la valeur écologique pour que ça vaille la peine. Fait que suite à ça, Joey avait été chercher avec Gilles puis avec plusieurs personnes qui étaient sur l'ensemble du territoire. D'autres propriétaires de chalets, voir si les gens auraient été intéressés à embarquer dans la protection de ce territoire-là qui est vieux de très longtemps. Puis ça s'est fait comme ça tranquillement, pas vite. Le dépôt de l'aire protégée, en gros, c'était de 45 km² de la pourvoirie, là. Et puis, après nos discussions, on avait décidé de proposer
la superficie qui représentait l'ancien Club Triton. C'est évident que ça n'a pas passé parce qu'il y avait une grande partie de ça qui est aujourd'hui administrée par la ZEC de la Rivière-Blanche, puis les dirigeants de la ZEC ne voulaient rien savoir d'avoir une aire protégée, malheureusement, sur la ZEC. Là. Fait que ça... Puis là, tu avais les compagnies forestières qu'eux autres tiraient de leur bord, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ça ratissait. Puis ça a duré 2 ans, hein, toute cette affaire-là. Puis éventuellement, ben c'est ça, on a réussi à faire protéger un territoire de 425 km² ou quelque chose comme ça. C'est pas de protéger la truite, d'empêcher le monde de pêcher, c'est pas ça, mais c'est de savoir que tu es à quelque part, là, puis il n'y arrivera pas de bûcheron demain. Là. Avec l'aide de chercheurs puis de spécialistes, de professionnels là, qui, dans le domaine de la foresterie, on est arrivé sur des arbres qui, aujourd'hui, ont peut-être 525 ans. Là. Fait que, tu sais, tu fais juste penser à ça. C'est des arbres qui étaient là avant que Champlain arrive. Là, on appelle ça des aires protégées au Québec, mais c'est des réserves de biodiversité où est-ce qu'on va s'assurer de figer le territoire dans le temps. C'est-à-dire que s'il y a un feu qui va se déclarer dans un endroit précis, ça se peut qu'il laisse brûler une partie pour voir comment la nature va se régénérer d'elle-même. S'il y a des chablis, on va les laisser aller pour voir comment la nature va travailler elle-même. Donc, on fige le territoire dans son état naturel pour toujours. Puis à partir de là, on le regarde évoluer, puis on le voit avancer. Et on peut le comparer par rapport à des territoires qui ont été bougés et touchés par l'homme. C'est ça la force et la richesse d'une réserve de biodiversité. Puis moi, de mon côté, ben, j'ai eu ma carrière d'hockeyeur et tout. Puis, mais je pense qu'indépendamment de tout ça, quand tu regardes ces 2 années-là, qu'est-ce qu'on a réussi à faire, ben ça va rester, là. Tu sais, à un moment donné, dans une vie, tu te dis, bon, ben, dans tout ce que tu as pu faire ou accomplir, c'est dur à battre, ça. Depuis les 30 dernières années, là, on a une technicienne qui travaille sur le territoire. Donc, toute la physico-chimie des lacs, la gestion des populations, la gestion des frayères, etc., elle l'a étudié au complet. Chacun des lacs a été... Alors, les cartes bathymétriques sont faites, le pH, l'oxygène, la température, autant pendant l'hiver que pendant l'été. Donc, on est capable de connaître nos lacs, ça fait longtemps, puis on les voit évoluer également avec le temps. Puis pour les frayères, bien, pour la gestion des populations, ce qu'on fait, c'est qu'on a retravaillé des frayères depuis les années 1993 en collaboration avec la Fondation de la faune. Donc, tout réaménagé au complet. Puis là, on le voit, il y a beaucoup d'arbustes par-dessus, ce qui est excellent donc, pour la protection pour les oiseaux. Puis ça, c'est des frayères dans l'état naturel qu'on a refait les bordures, ramené un petit peu de roche, ramené du gravier 0,3/4. Et à l'automne, quand vient le temps, un peu avant la fraye, donc température de l'eau 6-8, elle va pondre, 10-12, elle vient nettoyer sa frayère. Fait que vers 13, 14, 15 degrés Celsius, on vient déjà, nous autres, nettoyer la fraye. Donc, enlever les résidus, enlever les morceaux de bois, les feuilles et compagnie, pour que quand la truite rentre, elle se dit « Wow, c'est un beau 5 étoiles là, pour pondre. Ça va être le fun. » Il y aurait juste à faire un petit nid, puis attendre que la température soit adéquate pour pondre. On a également fait des boîtes, ce qu'on appelle des boîtes vibères, où est-ce qu'on peut mettre des œufs à l'intérieur qui vont éclore. Ça, on l'a fait aussi. On le fait moins. On préfère ramener des alevins vésiculés ou alevins sur la frayère, qui déjà s'imprègnent de l'odeur de l'endroit, puis qui vont retourner dans le lac. Et à l'automne, on a des meilleurs résultats avec ça. Ils vont revenir plus facilement. Puis ensuite, bien, on a un endroit où est-ce qu'on va capturer des poissons tritons et sauvages, naturels, qu'on amène dans des bassins. On fait des œufs, des alevins avec ça, de la truite, de la truitelle, qu'on ramène. Puis les trophées, les grosses truites, quand ils ont fait 1 an, 2 ans, 3 ans en bassin,
qui ont fini leur carrière de reproducteurs, on les ramène finir leur vie dans les lacs ici. Et on essaye de conserver notre espèce la plus naturelle possible. Donc oui, on donne un coup de pouce à leur production, puis il faut le faire, mais de faire uniquement du dépôt-retrait avec des poissons qui ne se reproduisent pas, il n'y aurait pas ou peu d'intérêt. C'est un poisson qui est plus capricieux, qui est plus difficile des fois, qui est sensible au changement de température, etc., mais qui reste naturel au niveau de la pêche, un petit peu plus sportif, je dirais. Et puis notre truite, on la veut chic, on la veut belle, on la veut en santé, mais on la veut rustique également. Donc on la veut avec la génétique du temps du Club Triton. Je suis sûr que si M. Light arriverait demain matin ici, là, puis qu'il repêcherait, il prendrait une truite qui ressemblerait à celle qu'il prenait en 1893. Que ça a. Super. Beau poisson, hein? Puis ça, c'est un poisson qui est de quelle origine? Ça, c'est de la lignée Triton, là. C'est un des géniteurs. Ce que je sais, c'est que c'est pas des géniteurs qui ont été en bassin. Ça, c'est beau, une tache de naissance. C'est pas des géniteurs qui ont été... c'est encore actif, hein? Je l'ai pas encore dépiqué. Qui ont été en bassin il y a longtemps, certainement, parce que les nageoires sont super belles. On voit que c'est magnifique. Elle a grandi ici, dans le lac ici. Oui, elle a grossi ici, en tout cas. Puis ça doit être un poisson qui doit avoir 6-7 ans, à peu près. Là. Magnifique. C'est pas les meilleurs géniteurs, ça. C'est des poissons qui vont se reproduire, mais la laitance est moins bonne qu'un poisson, mettons, de 13-14 pouces. C'est les meilleurs géniteurs, ceux-là. Okay. Ouais, on a déjà eu un petit Starbuck Triton là, qu'on avait envoyé à la pisciculture qui a dû nous faire 30-40 000 tritelles. Là. Fait qu'il est très efficace. OK, un Starbuck. Ouais. Ouais, ça, c'est superbe. Puis celle-là, donc, elle serait arrivée ici dans le lac à quel âge, là? C'est peut-être bébé, peut-être alevin, peut-être né ici, parce que les truites qu'on va ramener vont se reproduire à 70 % sur nos frayères. Donc, dur à dire, faudrait leur mettre des puces pour savoir ce qui se passe avec elles. Ça, c'est la truite typique Triton, là, des grosses bedaines, assez, pas très longues. La belle bedaine, c'est quand même un poisson qui doit faire, on va la peser tantôt, là, 3 livres et demi, facile, j'imagine. La taille moyenne des truites au Québec, c'est dans le 6-8 pouces. Au Triton, on se tient dans le 10-12 pouces en moyenne de poissons qu'on va capturer. Puis ben ça, c'est des trophées. Là. On en sort entre 100 et 200 par saison de pêche sur une année. Un beau matin où est-ce qu'il devait être à peu près 6 heures du matin. Il y avait de la brume. C'était vraiment magnifique. Puis mon père est venu me voir parce que j'étais assise là. Puis il me dit qu'est-ce que tu fais? Puis j'ai dit bien je regarde, c'est vraiment magnifique comme endroit et tout. C'est magique. Puis il a regardé le bâtiment, puis il dit effectivement, c'est quand même assez majestueux. J'ai dit oui, le bâtiment c'est beau, mais il y a plus que ça. Il y a le lac, il y a l'environnement ici, il y a la nature, il y a le patrimoine, il y a tout ça qui vient nous chercher finalement. Puis donc cette année-là était une année transitoire où est-ce qu'on avait un directeur général qui devait quitter pour des projets personnels. Et c'est là qu'on a pris la décision de venir s'installer ici en famille. Donc on s'était consultés tous les deux et lui avait la mission de convaincre ma mère qui est plutôt une femme de ville et moi je devais convaincre ma sœur puis tout le monde on est venu s'installer ici au final.
C'est ici également que j'ai rencontré Nicolas parce qu'il était chef cuisinier à ce moment-là ici au Triton. Donc voilà, fait que c'est comme ça un petit peu que l'histoire s'est déroulée. Il y a eu énormément de changements, donc depuis, on a construit 2 petites auberges également sur le site, agrandi les salles à manger pour pouvoir recevoir tout ce beau monde-là. Mais c'est beaucoup d'entretien. Il faut se dire également que l'accès se fait uniquement par bateau. Donc, les matériaux, il faut les transporter jusqu'ici. Quand on fait des nouvelles constructions, des nouveaux aménagements, donc il y a beaucoup de réflexion à faire pour rester dans le style de l'endroit aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, là. On veut garder, on veut continuer à développer, mais en gardant l'harmonie des lieux toujours qui est bien importante pour nous. C'était un club privé ici, jusque dans le milieu des années 1970, où le gouvernement a retiré le territoire aux Américains. Mais les Américains possédaient un 4 km² de terrain privé sur lesquels était bâti le bâtiment ici. Tranquillement, ils ont commencé à se désintéresser de l'endroit parce que comme il y a eu ce qu'on appelle le déclubage, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui accédaient sur le site, ont surpêché, surchassé, etc. Donc ça, les Américains, ça les a découragés un petit peu parce qu'eux avaient une très belle éthique là, de pêche et de chasse à ce moment-là pour préserver le cheptel et puis la qualité sur place. Donc, il y a eu de moins en moins de visiteurs à partir de ce moment-là. Et il y a eu l'acquisition qui s'est faite par un premier Québécois à ce moment-là. Et puis, l'ouverture ici s'est faite pour la clientèle principalement européenne à ce moment-là. Parce que comme il y avait eu un petit peu d'abus au niveau de la pêche sur le site, c'est pas vraiment le bon moment là, pour ouvrir la pêche. Il fallait, nous, travailler sur ces lacs-là, donc pour aller chercher notre lignée Triton, pour aller aménager nos frayères. Donc, pendant ce temps-là, nous, on s'est spécialisé, même si on était considéré comme une pourvoirie et qu'on avait notre permis de pourvoirie, on s'est spécialisé dans les activités de plein air. Et beaucoup la clientèle européenne qui venait ici pour faire du canot, du kayak, de la randonnée en forêt, découvrir la nature, en apprendre plus sur la faune, la flore québécoise. Donc, tout ce petit côté-là est encore avec nous aujourd'hui.